Mon mari a dit qu'il allait contracter un prêt immobilier pour mon opération du cœur, mais il n'est jamais revenu. L'hôpital a annulé mes soins lorsque son assurance a été retirée. Puis, un homme en costume a réglé toutes les factures. Il a embrassé ma main et a murmuré 6 mots qui ont changé ma vie. La froideur stérile de l'unité de soins intensifs cardiaques s'est infiltrée dans ma peau, comme une seconde couche de givre, plus mordante que le vent de novembre que j'avais traversé il y a 6 semaines, au début de tout cela. Une femme en blouse bleu pâle se tenait au pied de mon lit, un presse-papier serré contre sa poitrine comme un bouclier, ses yeux refusant de croiser les miens. Je pouvais sentir l'antiseptique, le léger cuivre de mon propre sang, encore en train de sécher sur la ligne intraveineuse, et quelque chose d'autre en dessous. L'odeur d'une décision qui avait déjà été prise sans moi. « Madame Calloway », dit-elle, sa voix douce comme on parle aux funérailles. « Votre demande d'assurance a été refusée. Le titulaire principal de la police a annulé la couverture il y a 48 heures. À moins que nous recevions le paiement ou une police de remplacement valide. D'ici la fin de la journée de demain, l'hôpital devra vous transférer aux soins du comté pour le reste de votre convalescence. » Je la fixais. Les machines autour de moi émettaient de petits bips mécaniques, comptant les secondes d'une vie que je ne comprenais plus. Il y a 6 semaines, j'étais une professeure d'art de 31 ans dans une école primaire à Portland, en Oregon, mariée depuis 4 ans à un homme que je pensais connaître. Maintenant, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, avec une cicatrice chirurgicale fraîche le long du centre de ma poitrine, mon cœur recousu après ce que les médecins avaient appelé un événement cardiaque soudain, d'origine incertaine. Et mon mari, le titulaire de la police dont elle parlait, avait disparu la nuit précédant mon opération, disant qu'il allait à la banque pour organiser un prêt sur valeur nette pour couvrir tout ce que l'assurance ne prendrait pas en charge. Il n'est jamais revenu. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré. Mon mari, Daniel, il ne ferait pas ça. C'est ma personne à contacter en cas d'urgence. Il a signé les formulaires de consentement. La mâchoire de l'infirmière s'est contractée. Elle a baissé le presse-papier. Madame Calloway, je suis désolé. Je suis infirmière depuis 22 ans, et je n'aime pas être celle qui doit dire des choses comme ça. Mais le service de facturation a appelé le numéro de contact enregistré 11 fois au cours des 2 derniers jours. Chaque appel tombe sur la messagerie vocale. Une femme a répondu une fois. A-t-elle dit? Elle a dit que vous n'étiez plus la préoccupation de Monsieur Calloway. Une femme. Les mots atterrirent quelque part sous mes côtes, à l'endroit exact où le chirurgien venait de finir de réparer. Je fermai les yeux. Derrière mes paupières, je vis les 6 derniers mois en accéléré. Daniel travaillant tard. Le téléphone de Daniel posé face cachée pendant le dîner. Daniel me disant que les douleurs thoraciques que j'avais eues étaient probablement de l'anxiété, que je travaillais trop, que je devais arrêter de boire autant de café. Daniel me tendant une tasse chaude de thé au citron et au gingembre tous les soirs avant de me coucher, m'embrassant le front, me disant qu'il voulait juste que sa femme se sente mieux. Me disant. J'ouvris les yeux. Qu'est-ce que le docteur a dit qui a causé cela? L'événement cardiaque. Ont-ils déjà trouvé? L'infirmière hésita. Le docteur Reyes voulait vous parler. Lui-même. Le panel de toxicologie de votre admission est revenu ce matin. Il sera là sous peu. Elle marqua une pause, comme si elle hésitait à en dire plus, puis secoua la tête. S'il vous plaît, reposez-vous, Madame Calloway. Essayez de ne pas vous fatiguer. Elle se retourna et partit, et pendant longtemps, le seul son dans la pièce fut la douce accusation de mon propre cœur, battant selon un rythme qu'il n'avait pas choisi. Je dois vous dire, avant que cela n'aille plus loin, que je m'appelle Claire. Claire Helen Calloway, anciennement Claire Helen Whitfield. Et si vous m'aviez demandé il y a 6 semaines qui j'étais, je vous aurais dit que je n'étais personne de spécial.
Orpheline élevée dans le système de famille d'accueil en dehors de Gênes. Bourse d'études pour un collège communautaire. Diplôme en éducation artistique. De Portland State. Mariée à Daniel Calloway à 27 ans. L'homme qui est entré dans le café où je travaillais le week-end et m'a dit que mon sourire ressemblait au premier jour ensoleillé après un hiver de Portland. Pas de famille vivante. Pas d'héritage. Pas d'histoire digne d'être mentionnée. C'était le mensonge qu'on m'avait raconté toute ma vie. L'homme en costume gris foncé arriva à 15h47. Après-midi là. Je me souviens de l'heure parce que j'avais regardé l'horloge murale et essayé de ne pas pleurer. Essayé de déterminer si j'avais encore suffisamment de crédit sur ma carte personnelle pour couvrir ne serait-ce qu'une nuit de soins supplémentaires. Essayer d'imaginer ma vie de femme au cœur réparé et sans nulle part où aller. Il frappa 2 fois à l'encadrement de la porte ouverte, une courtoisie à laquelle je ne m'attendais pas. Il était grand, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, et le genre de calme sur son visage qui appartient aux personnes qui ont passé leur vie sans broncher. Derrière lui se tenait une femme plus jeune dans un blazer anthracite, tenant un portefeuille en cuir contre sa poitrine. « Madame Calloway, dit-il, et sa voix s'accrocha au nom d'une manière que je ne comprenais pas encore. Pardonnez l'intrusion. Je m'appelle Henry Prescott. Je suis avocat de Boston. Je vous cherche depuis 29 ans. J'aurais ici Jean. Avez eu la force. Je crois que vous vous êtes trompé de chambre. Non. Il traversa le carrelage à pas mesurés, s'arrêta à une distance respectable du lit, puis il fit quelque chose qui me coupa le souffle. Il tendit très lentement la main et prit la mienne, celle sans la perfusion, et la pressa sur son front, et je vis une larme tomber de son œil sur le drap blanc. Vous lui ressemblez exactement, murmura-t-il, exactement à votre mère. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment respirer. Madame Calloway, Claire, je comprends que vous venez de subir une intervention chirurgicale majeure, et que c'est le pire moment possible. Mais l'administrateur de l'hôpital a informé mon bureau il y a 40 minutes que vous étiez sur le point d'être transféré hors des soins cardiaques. J'ai déjà réglé votre facture en totalité, chaque dollar, passé, présent et projeté. Vous n'allez nulle part. Je ne comprends pas. Il relâcha ma main. Doucement. La jeune femme s'avança et ouvrit le portefeuille. À l'intérieur, il y avait une photographie sous une pochette en plastique transparente. Une femme aux cheveux auburn foncés et aux grands yeux gris, riant. Devant un appareil photo, un petit enfant sur ses genoux. L'enfant avait mon visage. Votre nom de naissance est Claire Elizabeth Whitfield Ashford, a déclaré M. Prescott. Votre mère était Margaret Ashford, la fille unique d'Edmund Ashford III. Vous avez été retrouvé sur le site d'un accident de voiture, près de Manchester, dans le New Hampshire, à l'hiver 1997, alors que vous aviez 2 ans. L'État du New Hampshire vous a enregistré comme victime mortelle. Car votre siège auto a été retrouvé à 6 mètres de l'épave, vide et couvert de sang. Nous savons maintenant qu'un automobiliste de passage vous a emmené dans un hôpital. À 3 comtés de là. Sous un nom différent. Vous êtes entré dans le système de famille d'accueil en tant que Jane Doe. Vous êtes devenu Claire Whitfield parce que c'était le nom sur le bracelet que les urgences vous ont donné la nuit de votre admission. La pièce avait commencé à tourner lentement. Je sentais mon pouls dans ma gorge. Votre mère est décédée sur les lieux. Votre père, mon ami le plus proche, a passé toutes les années restantes de sa vie à vous chercher. Il est mort le printemps dernier, croyant toujours que vous étiez vivante. Son testament laissait son patrimoine, la fiducie familiale Ashford, à détenir. Jusqu'à ce que vous soyez retrouvé ou jusqu'à ce qu'une présomption légale de décès soit établie. Nous vous avons retrouvé, Claire. Une correspondance ADN
provenant d'une tasse de café jetée devant votre appartement l'a confirmé il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, ai-je murmuré. Oui. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal. Le visage de M. Prescott changea. Alors. Une ombre passa derrière ses yeux, le genre d'ombre que les avocats de Boston de 60 ans ont appris à très bien cacher, et je savais à ce moment-là qu'il se doutait déjà de ce que le docteur Reyes était sur le point d'entrer et de me dire. Claire, dit-il prudemment, la fiducie que votre grand-père a établie vaut environ 412 millions de dollars. Vous en êtes l'unique héritière. 412 millions de dollars. J'ai pensé au thé au citron et au gingembre tous les soirs pendant 6 mois, et quelque part dans une partie de mon cerveau qui était encore très la fille de ma mère, quelque chose de froid, clair et tranchant comme une lame chirurgicale s'est mis en place. Le docteur Reyes est arrivé 1 heure plus tard. C'était un petit homme aux yeux doux, et il referma la porte derrière lui avant de s'asseoir sur le bord de la chaise, à côté de mon lit. Monsieur Prescott se tenait près de la fenêtre. Son assistante attendait dehors. Claire, dit le docteur Reyes, le rapport de toxicologie a montré des niveaux élevés d'un composé appelé oléandrine dans votre circulation sanguine. Il provient de la plante d'oléandre. À petite dose répétée, cela provoque de la fatigue, des nausées, des battements cardiaques irréguliers. À des doses plus importantes, au fil du temps, cela endommage le muscle cardiaque lui-même. Compte tenu du schéma de dommage que nous avons observé pendant l'opération, ma meilleure estimation médicale est que vous l'ingérez depuis 4 à 6 mois. Est-ce dans la nourriture? Cela se dissout facilement dans un liquide chaud. Thé, soupe, bouillon. Cela a un goût légèrement amer facile à masquer avec du miel ou des agrumes. J'ai hoché la tête. Le plafond de la chambre d'hôpital avait une tache d'eau en forme de lapin. Je l'avais regardée pendant 1 semaine. Je la regardais encore maintenant. Docteur, dis-je, j'aimerais que la police vienne aujourd'hui, s'il vous plaît, avant que je ne sorte. Il jeta un coup d'œil à M. Prescott. M. Prescott hocha la tête 1 fois. Ils sont déjà en route, Madame Calloway, dit doucement le docteur Reyes. Les hôpitaux sont tenus de signaler les empoisonnements présumés. Le détective sera là dans l'heure. Je tournai mon visage vers la fenêtre. Dehors, la pluie de Portland commençait, douce et grise, comme il avait plu le jour de notre mariage il y a 4 ans, quand mon mari m'avait embrassé sous un parapluie emprunté et m'avait dit que j'étais la seule famille dont il aurait jamais besoin. La guérison a pris 12 semaines, pas 2. Que cela soit clair, car je veux être honnête avec vous. Une poitrine qui a été ouverte et recousue ne se répare pas simplement selon un calendrier spectaculaire. J'ai passé les 3 premières semaines à apprendre à respirer sans grimacer. J'ai passé les 4 suivantes à apprendre à marcher le long d'un couloir d'hôpital sans que mes mains ne tremblent. La rééducation cardiaque a duré 8 semaines après cela, 3 matins par semaine. Avec une physiothérapeute nommée Denise qui se fichait que je sois soudainement l'une des femmes les plus riches de la Nouvelle-Angleterre. Elle se souciait de la bonne exécution de mes squats et du fait que je buvais suffisamment d'eau. M. Prescott, Henry, il m'a demandé de l'appeler ainsi, m'a transféré dans un établissement de rééducation privé dans les collines au-dessus du lac Oswego. Dès que j'ai été suffisamment stable pour être transféré. Pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'il savait que mon mari ignorait que j'étais encore en vie. Vous voyez, quand Daniel a disparu la nuit précédant mon opération, il ne m'a pas simplement abandonné. Il est rentré chez lui, a transféré le numéro de contact de l'hôpital vers un téléphone jetable, a dit au service de facturation que sa femme n'était plus sa responsabilité, a annulé son assurance, a vidé notre compte d'épargne joint de 84 000 $ et a quitté Portland avec une femme nommée Vanessa Bryce. Vanessa avait 34 ans, travaillait dans l'immobilier commercial et couchait avec
Mon mari depuis 19 mois. Je le sais parce que le cabinet d'Henri, à ma demande, a engagé un détective privé le lendemain matin de notre première conversation. Daniel pensait que j'étais morte, ou à peu près. Il avait annulé mon assurance. Spécifiquement pour que, lorsque l'hôpital me transférerait aux soins du comté, j'y meurs de complications, car un cœur empoisonné pendant 6 mois ne se rétablit pas facilement sous les soins de résidents surmenés dans un service sous-financé. Il avait tout calculé parfaitement. Les résultats toxicologiques, il ne les connaissait pas. Il ne savait pas que le cardiologue privé qu'Henri avait fait venir de l'hôpital général du Massachusetts le lendemain de notre première conversation, avait ordonné tous les tests, y compris celui qui avait désigné son arme. Il ne savait pas non plus que le testament de mon grand-père avait été déposé devant le tribunal des successions du comté de Suffolk 3 semaines auparavant, ce qui signifiait que si Daniel parvenait à me faire disparaître, il n'hériterait de rien car je n'avais jamais mis à jour mon testament après l'avoir épousé. Parce que la fiducie Ashford, selon ses termes originaux, reviendrait à un cousin du Connecticut si je mourais sans descendance. Daniel avait essayé de me tuer pour de l'argent qui ne lui serait jamais parvenu. Ce n'était pas un cerveau. C'était un homme petit, vaniteux, stupide qui avait trop écouté de podcasts sur les crimes réels et se croyait malin. J'ai découvert tout cela durant ma première semaine au centre de rééducation. Assise sur une balançoire de porche blanche, enveloppée dans une épaisse couverture de laine, une tasse d'eau chaude plate entre les mains. Je ne pouvais pas encore me résoudre à boire du thé pendant qu'Henri lisait un dossier étiqueté du nom de mon mari, écrit au marqueur noir indélébile. Quand il a eu fini, je suis restée silencieuse pendant longtemps. Puis j'ai dit, Henri, combien de temps faudrait-il pour trouver la licence professionnelle de Vanessa Bryce, ses informations hypothécaires, ses relevés bancaires et son historique sur les médias sociaux remontant à 3 ans. Henri sourit pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Ma chère, dit-il, je les ai déjà. Les semaines qui suivirent furent la plus étrange éducation de ma vie. J'ai appris que la fiducie Ashford détenait des participations dans 47 sociétés publiques, y compris j'ai éclaté de rire quand Henri m'a dit une participation majoritaire de 41% dans Sentinel Coastal Insurance. Qui était exactement la compagnie qui avait annulé ma couverture à la demande de Daniel. J'ai appris que mon grand-père avait siégé au conseil d'administration du Massachusetts General Hospital pendant 22 ans, ce qui expliquait pourquoi un cardiologue était apparu à mon chevet dans les 18 heures suivant mon identification. J'ai appris que ma mère peignait des aquarelles, tout comme moi, et que 3 d'eux. Ces tableaux étaient accrochés dans la salle à manger privée du domaine Ashford, à Back Bay. J'ai surtout appris que la petite vie que j'avais construite en tant que Claire Calloway, l'appartement loué avec le robinet de cuisine qui fuyait, la Subaru 2009 avec la rouille sur le panneau de custode arrière, la classe d'art de 3e année que j'avais enseignée pendant 6 ans, n'avait pas été une petite vie du tout. C'était une vie bâtie par une femme qui ignorait ce qu'on lui avait enlevé, et qui l'avait aimé malgré tout. Ce n'était pas rien. Ce fut la seule partie de l'ancienne vie que je décidai de conserver. Je n'ai pas appelé Daniel, pas une seule fois. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas répondu aux 2 messages vocaux qu'il a laissés 8 semaines plus tard, lorsque, vraisemblablement, la culpabilité ou la curiosité l'a finalement rattrapé, dans lesquels il disait qu'il avait eu besoin de temps et voulait parler de notre avenir. Je l'ai laissé croire, aussi longtemps que je le pouvais, que sa femme était quelque part dans un service hospitalier de comté, en train de s'éteindre. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Pendant ce temps, j'ai déménagé, avec l'aide d'Henri, à Boston. J'ai pris possession de la maison de Ville Ashford. J'ai rencontré mes 3 grandes-tantes, qui toutes ont pleuré en me voyant et m'ont dit que j'avais le menton têtu de mon grand-père. J'ai engagé un avocat en droit pénal, pas pour moi, mais pour une stratégie que vous comprendrez bientôt.
J'ai commencé la rééducation cardiaque dans un établissement surplombant la rivière Charles. J'ai laissé mes cheveux reprendre leur couleur au burn foncé naturelle, la couleur qu'ils avaient avant que Daniel ne me dise un jour, négligemment, que les blondes avaient l'air plus chaleureuses. Et j'ai travaillé, avec Henri et le détective moral du département de police de Portland, sur l'affaire. L'oléandrine est détectable. Elle est traçable. Le détective moral a obtenu un mandat pour notre maison à Portland et a trouvé, à l'arrière du garage, une boîte de café contenant des feuilles d'oléandre séchées. L'oléandre ne pousse pas à l'état sauvage en Oregon. Quelqu'un avait commandé la matière végétale en ligne, et quelqu'un l'avait payé avec une carte de crédit, et cette carte de crédit, celle que Daniel avait oublié d'ouvrir à son nom il y a 3 ans pour acheter une moto d'occasion, racontait une histoire claire. Les achats ont commencé 7 mois avant mon événement cardiaque. Ils se sont poursuivis à intervalles de 2 semaines. Jusqu'à 8 jours avant mon opération. Le détective moral a également trouvé, sur notre ordinateur portable personnel, que Daniel n'avait pas pensé à effacer, un historique de recherche qui incluait des expressions que je ne répéterai pas ici, mais que tout procureur aurait appelé une feuille de route vers l'intention. Vanessa Bryce, de son côté, avait été considérablement plus prudente. Elle n'avait pas acheté d'oléandre, mais ses messages textes à Daniel, que nous avons obtenus grâce à une assignation coopérative après l'arrestation de Daniel et la saisie de son téléphone, contenaient suffisamment de références au problème et, quand ce sera fait, et, sa famille a de l'argent que nous n'avons pas encore trouvé pour lui valoir une accusation de complot à elle seule. Ils furent arrêtés un jeudi matin d'avril dans le condo à Seattle que Daniel avait acheté avec l'argent de notre compte d'épargne, en utilisant son vrai nom, car il croyait sincèrement que personne ne le cherchait. J'ai regardé les images de l'arrestation plus tard. Daniel semblait petit dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air confus. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme qui n'avait jamais imaginé, une seule fois dans sa vie, qu'une femme qu'il avait décidé de jeter pourrait se relever. Le procès était fixé pour octobre. Le gala de charité eut lieu en septembre. Je veux vous parler du gala parce que c'est la partie de cette histoire à laquelle j'ai le plus réfléchi. Non pas parce que c'était le plus dramatique, bien que ce fût dramatique, mais parce que c'était la première fois depuis l'hôpital que je me sentais, vraiment, comme si j'étais rentré chez moi. Henri m'avait dit des mois auparavant que je devrais bientôt faire ma première apparition publique en tant qu'Ashford. La Fondation familiale organisait une collecte de fonds annuelle à la bibliothèque publique de Boston pour la recherche cardiaque pédiatrique. C'était la cause préférée de mon grand-père, commencée l'année après la mort de ma mère. Elle avait été infirmière pédiatrique avant de m'avoir. Le conseil d'administration de la fondation attendait de me rencontrer. La presse attendait. Plus longtemps. J'ai accepté d'y aller. J'ai accepté de prononcer le discours de bienvenue. Et j'ai demandé une faveur à Henri. Invitez Sentinel Coastal Insurance, dis-je, l'équipe de direction, tous. Je veux présenter la commande de la nouvelle aile de recherche en leur nom, car ils font généreusement affaire avec ma famille depuis de nombreuses années. Henri n'a pas demandé pourquoi. Il a envoyé les invitations. Sentinel Coastal était, comme vous l'avez peut-être deviné, l'employeur de la sœur aînée de Vanessa Bryce, Denise Bryce, qui était leur vice-présidente principale de l'administration des réclamations. Denise Bryce avait personnellement approuvé l'annulation d'urgence de ma police d'assurance la veille de mon opération. Sa signature figurait sur le formulaire. J'avais obtenu une copie de ce formulaire 2 mois plus tôt. Je me tenais sur les marches de marbre de la bibliothèque ce soir de septembre, dans une robe de soie vert foncé que ma tante m'avait aidé à choisir, ma cicatrice de poitrine invisible sous un col montant. Mes cheveux relevés dans le style du portrait de ma mère qui était accrochée dans le couloir de l'étage. 400 personnes remplissaient la salle.
Henri se tenait à ma gauche. Le conseil d'administration de la fondation se tenait derrière moi. J'ai levé mon verre, et j'ai remercié chaque invité par son nom. Puis j'ai remercié Sentinelle Coastal. Spécifiquement. Je les ai remerciés pour leurs 43 ans de partenariat avec la famille Ashford. J'ai remercié Denise Bryce spécifiquement par son nom pour son rôle dans l'administration des réclamations. J'ai vu son sourire se figer de l'autre côté de la pièce. J'ai vu la couleur quitter sa fureur alors qu'elle commençait à comprendre, lentement, que la nouvelle actionnaire majoritaire de son entreprise était une femme qu'elle avait personnellement, par écrit, essayé de tuer. J'ai annoncé que la fondation Ashford allait commander une nouvelle aile de cardiologie pédiatrique au Massachusetts General. J'ai annoncé que, et puis j'ai annoncé que, avec effet immédiat, le Trust Ashford invoquerait ses droits d'actionnaire pour restructurer la division des réclamations exécutives de Sentinelle Coastal. Un communiqué de presse serait publié le matin. Un audit éthique indépendant commencerait lundi. Denise Bryce est partie par une porte latérale avant le dessert. Elle ne savait pas encore que sa sœur avait été arrêtée en avril. Elle ne savait pas encore que les preuves contre Vanessa seraient présentées en audience publique dans 3 semaines. Elle le découvrirait de la même manière que le reste du monde, et d'ici là, le lien entre la division des réclamations de Sentinelle Coastal et une affaire d'empoisonnement à Portland serait une histoire que les journalistes poursuivraient pendant les 6 prochains mois. Daniel a été reconnu coupable en novembre de tentative de meurtre au premier degré et condamné à 24 ans à la prison d'État de l'Oregon. Vanessa Bryce a été reconnue coupable en janvier de complot en vue de commettre un meurtre et condamnée à 15 ans. Denise Bryce a été inculpée séparément en mars pour fraude à l'assurance et obstruction en rapport avec 3 autres polices résiliées qui avaient opportunément abouti au décès de patients dans des établissements du comté au cours des 4 années précédentes. Cette enquête est en cours. Je n'ai pas assisté à la condamnation de Daniel. J'y ai longtemps réfléchi. Finalement, j'ai envoyé Henri à ma place, avec une feuille de papier pliée dans la poche de sa veste, une lettre de ma part que le juge a lue à voix haute au procès-verbal. Je ne la partagerai pas en entier ici. Mais la dernière ligne était la suivante: j'étais une femme que vous avez épousée pour ce que vous pensiez pouvoir lui prendre. Vous m'avez pris ma confiance, ma santé, et presque ma vie. Vous ne m'avez pas pris la capacité de construire quelque chose de mieux sans vous. Cela ne vous appartenait pas. Le matin où la lettre a été lue, je me tenais sur le balcon de la maison de Village-Ford sur Commonwealth Avenue et j'ai regardé la première neige de la saison tomber sur les immeubles en grès rougeant. Contrebas. Je portais un manteau de cachemire noir. Je tenais une tasse de café, pas de thé, pas encore, peut-être plus jamais. Henri attendait en bas avec la voiture. Nous allions au Massachusetts General pour inaugurer la nouvelle aile. J'ai pensé à la femme que j'avais été 6 semaines avant que tout cela ne commence. L'institutrice d'art avec la Subaru rouillée, la femme qui avait cru que la tasse chaude que son mari lui pressait dans les mains chaque soir était de l'amour. J'ai pensé, elle n'était pas stupide. Elle était confiante. Il y a une différence, et la différence compte. J'ai pensé, je vais construire quelque chose pour elle. Je vais construire une aile d'hôpital où des femmes comme elle, dont les cœurs ont été empoisonnés lentement par des gens qui prétendent les aimer, seront vues dès leur première entrée aux urgences. Leurs bilans toxicologiques seront effectués sans poser de questions. Leurs factures ne seront pas utilisées comme une arme. Leurs vies ne dépendront pas de la chance qu'un étranger riche les cherche. J'ai pensé, ma mère aurait voulu ça. J'ai pensé, j'ai 31 ans. Je suis une Ashford. Je suis vivante. J'ai descendu les escaliers, je suis monté dans la voiture, et je suis allé travailler.